Vous croyez que l'Europe maîtrise son avenir énergétique? Et si elle venait de s'aborder son propre hiver? On entend partout que la Russie manipule le robinet du gaz pour faire pression sur l'Europe. Mais si c'était l'inverse? Si l'Europe, aveuglée par ses propres principes, venait de couper la branche sur laquelle elle était assise? Regardez les faits. Depuis des années, Bruxelles ne cesse d'annoncer, à grand renfort de discours, la fin du gaz russe. Sanctions, boycott, déclarations spectaculaires. L'Union européenne a tout fait pour montrer au Kremlin qu'elle pouvait se passer de son énergie. Mais au moment crucial, c'est Moscou qui a dit « Très bien, vous ne voulez plus de notre gaz, pas de problème. Nous avons déjà d'autres clients. Bonne chance cet hiver. » Ce n'est pas un coup de bluff, ni une menace lancée à la légère. C'est une décision froide, logique, dictée par l'économie. La Russie a tout simplement appliqué la règle de base du business. Pourquoi vendre à un client qui vous insulte et bloque vos avoirs, alors que d'autres paient comptant et sans condition? Résultat, l'Europe se retrouve face à un choix impossible. Geler sur ses principes, ou reconnaître que l'idéologie ne chauffe pas les maisons. Mais à quel prix? Désindustrialisation, pénurie, perte de crédibilité. Ce choix risque de coûter cher, pas seulement à nos élites, mais à chacun d'entre nous. Voyons comment on en est arrivé là. Et pourquoi cette fois, ce n'est pas simplement un bras de fer géopolitique. 3 ans de menaces, de sanctions et de show politique. Mais à quel prix? Depuis 2021, les dirigeants européens ont fait du rejet du gaz russe un étendard idéologique. À chaque conférence, à chaque sommet, ils répétaient haut et fort leur volonté d'arrêter toute importation d'hydrocarbures russes, applaudis par leurs alliés transatlantiques. On a gelé des milliards d'actifs russes, multiplié les paquets de sanctions et lancé des appels au boycott. L'objectif? Montrer une Europe unie, forte, moralement supérieure. Les caméras étaient braquées sur Bruxelles, les discours se voulaient fermes et historiques. Mais derrière les projecteurs, la réalité s'est révélée bien plus brutale. Non seulement la Russie n'a pas supplié l'Europe de continuer à acheter son gaz, mais elle a tout simplement détourné ses exportations vers l'Est. Chine, Inde, Asie du Sud-Est. Ces marchés, en pleine expansion, se sont disputés les ressources russes. La demande explose, et la Russie s'adapte, vendant son gaz là où il est le plus demandé, à des prix compétitifs et sans recevoir de leçons de morale. Ce n'est pas un coup de bluff, ni une manœuvre politique. Vladimir Poutine a été clair. Il ne s'agit plus de politique, mais d'une logique économique froide. Pourquoi continuer à livrer du gaz à des pays qui vous traitent en ennemis, qui gèlent à vos avoirs, multiplient les sanctions et qui, en plus, s'attendent à ce que vous restiez un fournisseur docile? À l'Est, les clients paient, ne posent pas de conditions absurdes et n'utilisent pas l'énergie comme une arme politique. Ce que l'Europe n'a pas compris, ou n'a pas voulu voir, c'est que la Russie avait les moyens de se retourner. En croyant pouvoir se passer du gaz russe sans conséquence, Bruxelles s'est tiré une balle dans le pied. Les prix de l'énergie ont explosé. L'industrie européenne, privée de gaz bon marché, s'étouffe. Des géants de la chimie allemande ferment des sites, la production de verre et d'engrais s'effondre, et l'on assiste à une fuite des investissements vers les États-Unis et la Chine. Face à cette crise, quelques voix discordantes, comme celle de la Hongrie ou de la Slovaquie, rappellent que ces sanctions sont un suicide économique. Mais pour la majorité, l'heure n'est pas à l'autocritique. Pourtant, la colère monte dans la rue, les factures flambent, et le discours officiel commence à fissurer. Mais concrètement, qu'est-ce que cela change sur le terrain, en France et ailleurs en Europe? Que se passe-t-il quand les principes coûtent 700 $ le 1000 mètres cubes? On le voit aujourd'hui. L'Europe paie au prix fort ses choix idéologiques. Il y a à peine 2 ans, le gaz russe coûtait entre 200 et 250 $. Aujourd'hui, la facture explose, 700 $. Résultat direct? La compétitivité européenne s'effondre. Des usines ferment partout en Allemagne, en France, en Italie. Les industriels, étranglés par les coûts de l'énergie, transfèrent production et emploi aux États-Unis et en Chine, là où l'énergie reste plus abordable. Prenez l'exemple des engrais, de l'aluminium, de la chimie. Ces secteurs stratégiques sont en crise. Certains patrons parlent même de hémorragie industrielle. Le choc se ressent dans la vie de tous les jours. Factures d'électricité qui s'envolent,
inflation galopante, pouvoir d'achat en chute libre. En Italie, les petits commerces ne savent plus comment payer leurs factures. En France, ce sont des agriculteurs qui bloquent les routes, excédés par des coûts de production intenables. Politiquement, la contestation monte. Des voix comme Florian Philippot n'hésitent plus à parler d'idiotie des sanctions, de suicide économique. Mais l'Europe s'obstine, refusant d'assumer la responsabilité de ses propres choix. Elle accuse la Russie d'être la cause de tous ces malheurs, alors que c'est elle-même qui a saboté ses pipelines, dépensé des milliards pour acheter du gaz américain bien plus cher, et poursuivi l'illusion d'une transition énergétique rapide. Pendant ce temps, certains États comme la Hongrie font un autre pari. Viktor Orban a publiquement qualifié les sanctions européennes de suicide collectif, et il reste l'un des rares dirigeants à acheter du gaz russe à prix raisonnable. Résultat, l'industrie hongroise tourne, la stabilité énergétique est assurée. La Hongrie négocie directement avec la Russie et la population soutient ce choix à 70%. L'ironie ? Bruxelles prétend défendre la solidarité européenne, mais n'est même pas capable de protéger ses membres quand Kiev bloque le transit du pétrole russe vers la Hongrie. Le contraste est saisissant. D'un côté, une Europe qui saborde sa propre économie par idéologie et arrogance. De l'autre, une Russie qui avance calmement, réoriente son commerce vers l'Asie, stabilise son économie et continue d'honorer ses contrats avec ses partenaires fiables. Au final, ce sont les citoyens européens qui perdent la note. Industrie dévastée, emplois perdus, précarité qui monte, et un sentiment de trahison envers des élites qui ont perdu le contrôle du récit. Mais alors, face à cette impasse, quelles options restent sur la table pour l'Europe ? Le navire est-il déjà parti ? Qui reste sur le quai glacé, les valises d'idéologie à la main, pendant que la locomotive énergétique file vers l'Est ? Regardons les scénarios qui s'ouvrent pour l'Europe aujourd'hui. Premier scénario. L'Europe persiste dans la ligne dure, refuse tout compromis et s'enferme dans son choix. Mais à quoi bon ? Elle se transforme en musée économique, sous perfusion américaine. Les industriels fuient là où l'énergie est bon marché, les usines ferment, les factures explosent, et la dépendance envers les États-Unis atteint un niveau inédit. On parle d'autonomie énergétique, mais c'est Washington qui encaisse les dividendes, en vendant son gaz de schiste 3 fois plus cher, pendant que ces géants militaires remplissent leur carnet de commandes. Deuxième scénario. Certains pays de l'Est commencent à douter. Ils négocient en douce, cherchent à renouer avec la Russie. La cohésion européenne vacille, des fractures apparaissent. La Hongrie, la Slovaquie, peut-être demain d'autres, voient bien que leur population ne supporte plus le froid ni les promesses non tenues. La contestation monte et les élites perdent la main sur le récit. Les élections deviennent des référendums contre la politique énergétique, l'arrogance de Bruxelles est sanctionnée dans les urnes. Troisième scénario. L'Europe reste divisée, incapable de retrouver sa grandeur passée. La Russie, elle, a déjà tourné la page. Son gaz part en Asie, ses recettes se stabilisent, elle tisse de nouveaux liens avec la Chine, l'Inde, les pays de l'OPEP+. Le rouble tient, la croissance est là, et Moscou n'a plus à s'inquiéter du caprice européen. Le marché européen ? Un souvenir, remplacé par des partenaires fiables, qui signent des contrats sur le long terme et ne brandissent pas la menace des sanctions à chaque soubresaut politique. Dans tous les cas, les perdants sont clairs, l'Europe et ses citoyens. Les industries délocalisent, les factures flambent, le niveau de vie recule. Et ce qui inquiète le plus les élites, c'est de perdre le contrôle du récit. Quand la propagande ne chauffe plus les maisons, la colère populaire monte irrésistiblement. L'Europe joue bien plus que son confort, sa prospérité future, sa cohésion interne et son influence sur la scène mondiale sont en jeu. Mais quelles leçons tirer de cette séquence pour éviter le pire ? Quand les émotions dictent l'économie, qui paie la facture ? Regardons froidement la situation. La Russie agit comme un businessman pragmatique, l'Europe comme un adolescent qui s'emporte sur les réseaux sociaux. D'un côté, Moscou a fait ses calculs, diversifié ses clients, préparé ses alternatives. Pas de drame, pas d'insulte. Vous voulez du gaz ? Achetez. Vous n'en voulez pas ? Pas de souci, on a d'autres clients.
C'est la logique d'un joueur d'échecs qui a anticipé plusieurs coups d'avance. De l'autre côté, l'Europe vocifère qu'elle va se passer du gaz russe, mais supplie pour un délai supplémentaire dès que la réalité frappe. Elle applique des sanctions, mais s'étonne ensuite d'en subir le contre-coup. Prenez la Hongrie ou la Slovaquie. Ces pays, qui ont choisi la voie du pragmatisme et du dialogue, continuent à bénéficier d'un partenariat énergétique stable avec la Russie. Voilà ce qui arrive quand on négocie sans idéologie, mais avec lucidité. Le vrai danger, c'est de croire que les mots n'ont pas de conséquences. Mais dans l'économie réelle, toute déclaration, tout choix politique finit toujours par présenter l'addition. L'Europe paie aujourd'hui le prix de ses postures: inflation, désindustrialisation, précarité énergétique. Et le pire? Tant que la logique idéologique primera sur la gestion responsable, la descente continuera, inexorable. La leçon à retenir est simple. La réalité économique ne se plie pas aux émotions ni aux slogans. Seul un retour au pragmatisme, à la négociation sincère et à une vision de long terme peut éviter à l'Europe une chute irréversible. Mais reste à voir si ses dirigeants sauront entendre ce message avant qu'il ne soit trop tard. Le choix est simple: reconnaître l'erreur ou continuer à geler. Qui paiera la prochaine facture? La réalité, c'est que l'Europe n'a plus la main. On peut accuser Moscou de tous les maux, mais au fond, la Russie n'a fait qu'appliquer une logique économique implacable. Face à des partenaires devenus hostiles, elle tourne la page, trouve de nouveaux marchés et prospère là où on la respecte. L'Europe, elle, s'est enfermée dans une bulle idéologique, croyant pouvoir dicter ses règles au reste du monde, sans jamais envisager que les rapports de force pouvaient changer. Aujourd'hui, le résultat est sans appel. Le gaz bon marché ne reviendra pas, les industries ferment, le coût de la vie explose, et les citoyens découvrent que les beaux discours ne tiennent pas chaud l'hiver. Ceux qui ont applaudi l'auto-exclusion énergétique de l'Europe entreront dans l'histoire non comme des visionnaires, mais comme ceux qui ont sacrifié la prospérité du continent pour des slogans et une solidarité transatlantique aveugle. Ne rien apprendre, c'est condamner l'Europe à répéter ses erreurs, à s'enfoncer dans la crise, et pire encore, à disparaître de la scène mondiale, remplacée par d'autres, plus pragmatiques et moins dogmatiques. Les élites qui refusent de voir la réalité finiront par perdre le contrôle du récit, et avec lui, leur influence, leur légitimité, et peut-être la stabilité de nos sociétés. Alors, ouvrons les yeux. Il ne s'agit pas de donner raison à la Russie par principe, mais de comprendre comment des choix idéologiques irréfléchis peuvent ruiner tout un continent. La Russie, elle, a déjà fait son choix. La question c'est: qui paiera la note pour l'entêtement européen? À vous d'y réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse, partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, et surtout, gardez l'esprit critique.